Sans transition maintenant, M. Akil Kader Bey de Grenoble va nous parler des nanotechnologies pour permettre l'analyse protéomique de la périlymphe dans 2 modèles de surdité neurosensorielle chez l'homme. Mesdames et messieurs, merci de m'offrir l'opportunité de vous présenter ici les résultats de mon étude concernant les nanotechnologies pour l'analyse protéomique de la périlymphe dans les surdités neurosensorielles chez le rat. Ce travail a été réalisé dans le cadre de mon Master 2 sous la direction du professeur Berger et du professeur Schmerber. Alors, les surdités neurosensorielles sont liées en partie à une déficience de l'oreille interne et représentent un enjeu de santé publique majeur. Selon une étude de l'OMS en 2005, 278 millions de personnes seraient concernées par une déficience auditive modérée à profonde. Cependant, la physiopathologie des surdités neurosensorielles est très mal connue. La périlymphe, un des liquides de la cochlée, est au contact des structures impliquées dans la transduction du signal mécanique en un signal électrique qui sera ensuite véhiculé par le nerf cochléaire. Compte tenu de l'anatomie confinée de la cochlée, il est tout à fait raisonnable de penser que la périlymphe contient des marqueurs du fonctionnement de l'oreille interne et qui serait une porte d'entrée intéressante et pertinente pour le diagnostic étiologique des surdités neurosensorielles. Cependant, c'est un liquide qui est très difficile d'accès au cours d'une chirurgie qui présente un risque pour l'audition potentiel et qui est disponible en quantité très limitée de l'ordre de quelques microlitres. De plus, les connaissances sur la périlymphe sont faibles et commencent à dater. Nous avons choisi de nous intéresser aux protéines de la périlymphe et le protéome correspond à l'ensemble des protéines d'un système biologique dans des conditions données. Les analyses protéomiques nous permettent d'identifier et de quantifier les protéines dans différentes conditions en utilisant le principe de la spectrométrie de masse. Cependant, quelles que soient les techniques utilisées et malgré les progrès récents de la spectrométrie de masse, il est impossible d'identifier l'ensemble des protéines présentes dans un liquide complexe du fait de molécules majoritaires ou en gros poids moléculaire, masquant les signaux des molécules de plus faible poids moléculaire ou présentes en plus petite quantité. Il est donc nécessaire de simplifier le mélange et pour cela, nous avons utilisé 2 méthodes de sélection de sous-protéomes, à savoir des puces de silicium poreux qui permettent une sélection des protéines en fonction de leur poids moléculaire ou des nanoparticules qui permettent une sélection en fonction de leur groupement fonctionnel. L'objectif de cette étude était tout d'abord de mettre en place dans notre laboratoire 2 modèles de surdité neurosensorielle impliquant des mécanismes d'altération auditive différents chez le rat. En utilisant ces 2 modèles, d'évaluer la pertinence des analyses protéomiques de la périlymphe avec des nanotechnologies et d'anticiper les bases réglementaires et méthodologiques pour une étude protéomique de la périlymphe humaine. 42 races fragolées ont été utilisées et ont été évaluées sur le plan auditif par une étude électrophysiologique de potentiel acoustique évoqué précoce du tronc cérébral. Avant d'être inclus dans un des 3 groupes à l'étude, pour induire une surdité avec un mécanisme traumatique, les rats ont été exposés à un bruit pendant une durée prolongée de 3 heures et à une intensité élevée de 118 décibels. Pour induire une surdité avec un mécanisme toxique, les rats ont été injectés avec de la canémycine, un antibiotique connu pour son autotoxicité, potentialisé par du furosémide, permettant de diminuer la morbimortalité du modèle. Ces 2 groupes ont été comparés à un groupe contrôle, sham. Une période de 1 mois a été maintenue pour stabiliser les lésions auditives, avant une nouvelle évaluation auditive confirmant la surdité dans les 2 modèles de surdité, et les prélèvements de périlymphe ont été réalisés au cours d'une chirurgie sans réveil. Tous les échantillons ont été analysés avec 2 techniques différentes de spectrométrie de masse, à savoir le MALDI-TOF, utilisé avec des puces de silicium poreux, qui permet d'obtenir un spectre des protéines identifiées dans un échantillon, et la deuxième méthode, l'analyse en nano-LC-MSMS, utilisée avec le nanobis, qui permet à la fois l'identification et la quantification des protéines de l'échantillon. Concernant la chirurgie, un abord cervical ventral a été utilisé pour accéder largement à la bulle tympanique qui correspond à la cavité de l'oreille moyenne chez l'homme. Et après fraisage de celle-ci, on accède à la cochlée et à la fenêtre ronde, la porte d'entrée pour la périlymphe, en partie masquée par l'artère stapédienne qui sera coagulée. Les prélèvements sont réalisés directement à travers la fenêtre ronde. 72 prélèvements de périlymphe ont ainsi pu être obtenus. Et
Nous avons choisi, pour l'analyse Malvitov, d'analyser les échantillons de façon individuelle, en les mettant en contact avec deux types de silicium poreux, une puce de silicium mésoporeux permettant la sélection de petites molécules, et une puce de silicium nanoporeux qui permet la sélection de très petites molécules, entre 20 et 1000 daltons. La périlymphe est donc placée sur la puce de silicium, et l'incubation permet de piéger de façon passive les protéines dans les pores. Ensuite, le lavage permet d'éliminer les grosses protéines majoritaires, et l'addition d'une matrice permet l'absorption et l'élution des protéines avant leur ionisation par un laser et l'obtention de spectres de masse où chaque pic représente une protéine. Ici sont représentés 3 spectres, un pour chaque groupe à l'étude, et si on zoome sur cette gamme de masse et qu'on considère une protéine de 3530 daltons, on voit qu'elle est absente dans le groupe contrôle mais présente dans le groupe traumatique et toxique. En comparant 206 pics de cette manière, on peut représenter les résultats selon une classification hiérarchique où chaque ligne représente une protéine dont l'intensité est représentée par une échelle colorimétrique, rouge étant très fortement représentée et vert pas du tout représenté. Ainsi, en analyse non supervisée, on voit qu'on peut discriminer les échantillons provenant d'animaux normaux ou des échantillons provenant d'animaux sourds. Si on applique la même méthodologie avec la puce de silicium nanoporeux, on voit qu'on arrive aussi à discriminer le mécanisme d'altération auditive en discriminant le groupe de la surdité. Et cela permet de nous dire que l'information pertinente dans la périlymphe serait plutôt contenue dans les protéines de très faible poids moléculaire qui sont captées par les puces de silicium nanoporeux. Concernant l'analyse en nano-LCMS avec les nanoparticules, nous avons choisi d'utiliser un pool de périlymphe pour chaque groupe, permettant de lisser la variabilité interindividuelle. Tous les 3 échantillons ont été analysés en étant en contact avec des particules OS, CT et analysés de façon pure afin de sélectionner les protéines. Les particules sont donc ajoutées dans le mélange complexe et elles captent les protéines en fonction de leur affinité. Étant magnétiques, elles permettent de maintenir les complexes protéines nanobilles au fond du tube pour éliminer les protéines majoritaires, non liées, et obtenir un mélange beaucoup plus simple. Ainsi, 836 protéines différentes ont été identifiées dans la périlymphe. Parmi elles, 47 protéines sont significativement modifiées, certaines spécifiquement dans un groupe de surdité, d'autres dans les 2 groupes de surdité, témoignant d'un mécanisme commun. Concernant les nanobilles, on voit que chaque type de nanobille ou l'analyse sans nanobille permet d'identifier des protéines supplémentaires qui sont potentiellement pertinentes. Donc, cette étude, à mon sens, à ma connaissance, c'est la première étude de caractérisation protéomique de la périlymphe dans les surdités neurosensorielles chez l'animal. En utilisant nos 2 modèles, nous avons pu montrer que la périlymphe contient des informations pertinentes et des biomarqueurs potentiels qui demandent encore à être validés. Nous en avons identifié 47 qui demandent encore validation. Nous allons donc vers une nouvelle classification des surdités neurosensorielles basée sur le mécanisme de l'altération auditive et pas uniquement sur la clinique. Maintenant, il s'agissait de transférer cette technologie à la clinique humaine et nous avons mis en place la banque LabORL qui permet de mettre en banque des prélèvements de périlymphe obtenus lors de la chirurgie d'implantation cochléaire. L'objectif est à court terme d'étudier les protéines dans la périlymphe humaine et dans la surdité profonde. On a vu que l'échantillon de périlymphe est difficile à obtenir. Donc si l'échantillon ne peut être apporté à la machine, il faut apporter la technologie d'analyse à l'échantillon. Et c'est la raison pour laquelle nous avons en parallèle développé un outil d'empreinte in vivo en fonctionnalisant un outil existant dans la chirurgie de l'implant cochléaire avec nos puces de silicium nanoporeux. Nous allons donc vers une vision de l'ORL du futur où le praticien, l'ORL chirurgien, devant un patient présentant une surdité neurosensorielle, possédera des outils compagnons qui permettront de réaliser un prélèvement lors de la chirurgie et de déterminer un diagnostic précis de la surdité en fonction du mécanisme étiologique. Cela lui permettra de proposer des thérapies ciblées adaptées à la pathologie du patient
Et une meilleure compréhension de l'environnement protéique de l'implant permettra la potentialisation de celui-ci dans son environnement protéique. Cette étude a été réalisée avec la collaboration de plusieurs structures, dont la FRN qui m'a permis de financer mon année de recherche. Et je remercie toutes ces personnes ayant participé à cette étude. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle étude. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, alors c'est un chirurgien thoracique qui m'a posé la question, mais c'est vrai qu'au master, on voit quelques sujets comme ça. Moi, ce que j'ai appris sur ce domaine, c'est que le meilleur modèle, c'était la gerbille de Mongolie, et que c'était une chirurgie très dangereuse, et on a eu des travaux ces dernières années sur les modélisations un peu qui se rapprochent du travail précédent. En particulier, si j'ai bien compris, les fenêtres de tir qu'on fait cette chirurgie, soit fenêtre ronde, fenêtre ovale, faut pas se tromper. Alors comment j'intrigue mes connaissances qui sont très modestes à justement ce travail Alors effectivement, le prélèvement de la périlymphe est possible lors d'une chirurgie avec un abord postérieur, mais c'est la même chirurgie que celle de l'implant cochléaire. On accède directement à la fenêtre ronde et qui est assez petite en diamètre, mais qui permettrait avec notre outil d'aller prélever, en faisant la fonction de la fenêtre, pour mettre l'implant par exemple, d'aller prélever une petite partie de liquide et de déposer directement sur notre puce pour une analyse rapide au bloc opératoire. Il faut savoir que la technologie de la spectrométrie de masse arrive de plus en plus en clinique et qu'on pourrait faire, en disposant d'une banque spectrale de périlymphe, on arriverait à identifier en quelques minutes le type d'altération auditive, à condition d'avoir une étude suffisamment importante en amont pour déterminer quel spectre correspond à quel type d'altération auditive. Donc c'est quelque chose qui peut être très rapidement au bloc, et les gens commencent à s'intéresser, notamment en développant d'autres outils de prélèvement qui seraient utilisables en dehors de la chirurgie d'implant cochléaire. Donc déjà dans les années 70, ils parlaient de faire des petites ponctures de la fenêtre ronde pour aller prélever des liquides et faire un diagnostic. On avait abandonné cette thématique parce que les technologies jusqu'à maintenant ne permettaient pas d'être suffisamment précises et suffisamment accessibles pour ce genre de choses, mais en tout cas on revient dessus. Moi, la semaine dernière aussi, il y a quelque chose, et là où je voudrais faire celui-là encore, dire l'interdisciplinarité, me retourner un peu vers l'Unique Franco, parce qu'on a vu la semaine dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, les prélèvements au niveau du petit-fils par nanotechnologie, parce qu'on pourra faire vraisemblablement aussi pour nous, les cancérologues, plus l'idée de la génomique intratumorale. Donc on aura vraisemblablement ces nouveaux outils grâce aux techniques. Donc dans notre travail, pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois tout ce que je ne connais pas du tout, qui est le problème de la surdité, mais il y a aussi cette approche par ce nouvel outil, j'allais dire, de contact, ici avec la périlymphe, mais éventuellement avec des tumeurs, qui permet, par un outil de spectrométrie parallèle associé, de pouvoir tout de suite avoir un diagnostic, que ce soit sur une information pour vous, une information pour d'autres modalités de traitement tumoral. Donc je crois qu'on est donc vraiment tout à fait dans le... Il faut savoir que la technologie est déjà utilisée au niveau infectieux pour la détection des bactéries et des agents. Encore félicitations, merci beaucoup.